Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Hebdo de la médiation. On reprend notre cycle sur les idées reçues en médiation. Et aujourd'hui, on va avec Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Salut On Jérôme, salut tout le monde. on va parcourir cette idée qui est véhiculée de manière assez générale. Alors, on va voir dans quelles conditions elle est véhiculée, mais déjà, cette idée reçue que si une médiation échoue, c'est la faute des parties. Alors, la question qu'on se pose finalement, c'est si une médiation échoue, à qui la faute? Et avant même de commencer à répondre à la question, il faut bien identifier ce dont on parle. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit une médiation échoue? Il y Oui, a parce que plusieurs parfois, possibilités. oui, bien sûr, parfois, Jérôme, il y a des empêchements. Hein, il y a des empêchements. Donc, on a pu en parler, des empêchements. C'est celui, par exemple, il y a quelqu'un qui ne vient pas. Et on essaye de le joindre, ah, il ne vient pas. Donc, est-ce que c'est un échec de la médiation ou c'est un empêchement de médiation? En fait, hein. C'est comme quelqu'un qui doit se faire opérer, par exemple, hein, je dis ça, tu as le chirurgien qui attend, mais le patient ne vient pas. Alors pourquoi il ne vient pas? Il y a plusieurs raisons hein, qu'il ne vient pas. Il y a eu peut-être un accident sur la route, hein, en plus, pas de bol. Mais il y a aussi, non, je ne veux pas me faire opérer parce que j'ai peur. Tu vois, ça peut être ça. Et puis ça peut être parce qu'il est mort aussi, hein. Donc, il y a des raisons comme ça qui font que la médiation ne peut pas avoir lieu. C'est ça, c'est un empêchement de médiation. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a un échec de la médiation dans ce cas-là, Bon. mais c'est vrai que fréquemment, ça peut arriver quand on a une personne qui nous sollicite pour intervenir en médiation, c'est le médiateur qui va prendre contact avec l'autre. Oui, oui, Prendre contact avec l'autre. et ça se balade, cette idée-là, hein, ça se balade. Moi, je l'ai entendu souvent. Ah ben, ça veut dire que la médiation fonctionne pas, hein. Mais non, c'est pas que ça veut dire que la médiation ne fonctionne pas, ça veut dire que il y a un empêchement, hein. Si par exemple, tu vois, le système judiciaire, il a prévu le jugement par défaut, tu vois, mais on va pas faire, on fait pas une médiation par défaut, hein. Donc ben voilà, en fait, il n'y a pas de médiation. Ça ne veut pas dire que la médiation ne fonctionne pas. Ça veut peut-être dire que l'état d'esprit dans lequel les gens considèrent la médiation fait que leur médiation ne fonctionne pas. Après, moi, je veux bien, hein. Parce que c'est vrai, si on fait appel à des forces surnaturelles pour pouvoir envisager la médiation, et puis que les forces surnaturelles ne sont pas complices pour pouvoir faire ça, alors la médiation des forces surnaturelles ne fonctionne pas. D'accord. Mais nous, on en reste à quelque chose de très, très terrain, hein, très, très rationnel. Il faut que les gens soient là. Donc, sinon, bah, il n'y a pas de médiation, hein, il n'y a pas d'intervention. Donc, il y a aussi une autre raison hein, qu'on n'a pas citée, c'est qu'il y a quelqu'un qui Quand tu intervient. dis qu'il y a un système d'autorité en fait qui Eh oui, interfère, eh oui, tiers. eh oui. Oui. Là, quelqu'un qui dit non, cette médiation n'aura pas lieu. Voilà, si cette médiation n'aura pas lieu et puis que la personne a suffisamment d'autorité pour que les gens s'inclinent, eh ben, Et là, il peut y avoir plusieurs en fait personnes qui peuvent intervenir. Alors ça peut être dans le cadre d'une, par exemple, j'ai eu un coup de fil tout à l'heure avec une personne qui était en difficulté pour du harcèlement. hmm. Et le harcèlement, il peut y avoir aussi la médecine du travail qui dit que bah, pour l'instant, il faut pas faire de médiation, il faut pas être en contact avec la personne, il faut vous mettre à l'abri. Et ce système d'autorité qui est la médecine du travail peut indiquer à la personne de ne pas aller en médiation tout de suite, ce qui empêche la médiation forcément. Mais il n'y a pas que ça, c'est que parfois, les personnes vont discuter avec leur voisin en disant, bah, je vais demander une médiation, on m'a demandé une médiation, et puis le voisin dit, ah non, mais surtout ne fais pas ça, ça sert à rien et ça va te coûter du pognon. Et la personne va suivre. Et bien voilà, il y a un empêchement de médiation qui est lié à un tiers qui a une certaine autorité, celle qu'on veut bien lui Une donner en tout cas. influence, une influence, c'est vrai. L'influence, ça marche, c'est l'autorité de. Ah ben, les gens qui peuvent dire, par exemple, oui, moi j'ai déjà fait une médiation, ça marche pas, etc. Mais ils n'ont pas été contents de la manière dont les choses se sont déroulées. Ils n'ont pas eu affaire à un médiateur dont on va parler, parce qu'après, on va voir pourquoi la réalité hein, du fonctionnement d'une médiation et pourquoi une médiation ne fonctionne pas. Mais là, déjà, il y a empêchement d'aller en médiation.
C'est ça. C'est pour l'instant, on n'a pas les interlocuteurs. Alors, ce que tu disais aussi, Jérôme, ça c'est très important, c'est de bien comprendre que parfois, des personnes en situation d'autorité, comme par exemple médecins, psychologues, qui sont des personnes qui sont indispensables dans la vie des organisations, hein, on le voit, mais qui, sur le plan relationnel, se retrouvent très souvent démunis et ils se disent, oh là là, je ne veux pas être mis en cause éventuellement pour ne pas avoir donné un bon conseil. Donc, par mesure de précaution, hein, le fameux hein, système de précaution sur lequel on aura l'occasion de revenir sans aucun doute, donc ce système-là, par mesure de précaution, on se dit, mais non, là, je ne vais pas dire à cette personne d'aller, au contraire, je vais lui déconseiller toute interaction avec la personne qui est mise en cause. Et on le voit que c'est pas tous les environnements de médecine du travail qui le font, parce qu'au contraire, il y a des GPSI, par exemple, hein, 80, GMSI 84. GMSI 84, merci Jérôme, qui est piloté par Joël Thérin, qui, qui fait recours à la médiation et qui incite les médecins à préconiser le recours à la médiation dans tous les cas. Enfin, à chaque fois qu'il y a des problématiques relationnelles, n'hésitez pas, faites appel à un médiateur professionnel, évidemment, parce que on va voir, là, ça crée une grande différence de résultat, hein. Il faut le voir, il faut bien le comprendre, hein, parce que quand on n'a pas la même formation, on n'a pas les mêmes rigueurs, on n'a pas la même méthodologie, ben, on n'a pas les mêmes résultats et donc la médiation parfois ne marche pas. Mais je veux dire, hein, qu'est-ce qu'on fait? Une partie n'est pas en état de raisonner. Il y a encore ce cas-là aussi qui fait qu'il y a un empêchement de la médiation qui fait que la médiation ne peut pas avoir lieu. Hein. On a dit, c'est parce que la partie n'est pas joignable. On a dit, c'est parce qu'il y a l'intervention d'une autorité. Hein, il faut faire attention. Hein, Jérôme a bien démasqué ça. Et une partie n'est pas en état de raisonner. Alors, c'est quoi des gens qui ne sont pas en état de raisonner? Et c'est des gens qui ne sont pas en situation, soit parce que il y a une forte dépendance alcoolique, il y a une forte dépendance d'expédients de différentes natures, hein. Il y a un état qui fait que la personne varie fortement de sa décision, de son choix. Et ça, c'est si elle vient rencontrer le médiateur. Ben, évidemment, l'un des obstacles, c'est par exemple les gens qui suivent. Il y a du monde de la psycho, de la psycha, etc., qui sont là. Oh là là, moi je l'ai eu, hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous intervenez, c'est scandaleux, c'est mon client. Bien sûr, le médiateur, à partir du moment où le conflit est résolu, ben, il peut très bien interférer sur le fait que la personne va mieux, hein. Oui. Ou alors qu'elle réfléchit différemment. Et quand elle commence à réfléchir différemment, elle va voir le professionnel qui fait de l'accompagnement au quotidien ou en hebdomadaire, hein, ou qui fait sa piscine annuelle là-dessus. Eh bien, oui, c'est vrai que ça fait une différence sur la manière d'aborder le sujet, parce qu'une personne se met à réfléchir logiquement et non plus émotionnellement seulement. C'est quand même différent hein, sur la manière de faire. Alors moi je dis, il y a des personnes qui sont vraiment très efficaces dans l'accompagnement individuel, mais il y a des personnes aussi qui centrent trop sur l'affect, qui disent, mais en fait, c'est la sensibilité, c'est fais ça à l'instinct, selon ce que tu aimes, si ça te déplaît, si ça te plaît, etc. Il faut faire les choses qui nous plaisent dans la vie. Et puis en fait, les personnes, ils perdent la qualité du raisonnement. Et pour pouvoir faire une médiation, c'est vrai, c'est clair, il faut avoir la capacité de raisonner. Et ça, c'est vérifié au cours du premier entretien piloté par un médiateur professionnel. C'est pas fait par les autres médiateurs, mais par les médiateurs professionnels. Ça doit être fait. Alors là, ce qu'on a vu, en fait, c'est tout ce qui n'est pas un échec de la médiation, c'est-à-dire les empêchements qui font que le médiateur ne peut pas mettre en œuvre sa méthodologie et sa pratique. Ce qui empêche la médiation, là, c'est clairement identifié et c'est donc pas ça qu'on détermine comme un échec. C'est que tout simplement, le médiateur, il peut pas faire son taf. Tout simplement. Alors maintenant qu'on a vu ce qui pouvait empêcher la médiation, qui n'est pas à considérer comme un échec, c'est maintenant qu'est-ce qu'on parle quand on parle d'échec de la médiation et quelles sont les raisons qui est à la manœuvre de cet échec, qui a fait en sorte que la médiation n'aboutisse pas. Et souvent, on dit que
C'est parce que les parties, en fait, sont de mauvaise foi. C'est parce qu'elles ne veulent pas. C'est parce qu'elles ont des enjeux et des intérêts qui font qu'elles ne veulent pas aboutir à une solution. Ça, c'est ce qu'on peut entendre, et c'est ce qui est problématique en soi, parce qu'en fait, ça voudrait dire, si on considère ça sous cet angle-là, qu'en fait, le médiateur, il sert pas à grand-chose. Alors, quand même, on va éliminer aussi un autre cas. Ça, avant de se tourner vers le tiers. L'autre cas, c'est évidemment la médiation est enclenchée, la discussion est enclenchée, les parties sont là, on discute, on réfléchit, on voit, on réajuste les enjeux et les intérêts, les positionnements, parce que c'est fondamental. Et donc, on se met à réfléchir posément. Et puis, il y a un tiers extérieur qui interfère de telle sorte que, quels que soient les résultats de la discussion des parties en cause, réellement, eh bien, il va y avoir une interférence forte. Alors, c'est des aspects économiques sur des tiers qui sont intéressés par la situation de conflit des deux personnes qui sont, ou des parties qui sont là. Un tiers intéressé par des enjeux et qui a des intérêts spécifiques, de sorte que quand les gens vont sortir des discussions, il va réanimer la situation conflictuelle, il va réinterpréter et il va piloter une perspective qui va dénaturer toutes les discussions qui sont enclenchées. Alors, on peut le voir. Alors, des tiers intéressés, hein, vous pouvez le voir, ça peut se faire sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan financier, directement. Ça peut être dans la vie sociale, ça peut être dans la vie, dans la vie politique, hein, on le voit aussi beaucoup, mais où il y a des enjeux économiques, et avec des conflits qui perdurent malgré toutes les discussions et très souvent des accords hein, circonstanciels qui font que ben, ça se réanime. Ben, ça se réanime parce qu'il y a des gens qui ont des enjeux, des intérêts à vendre des choses, à faire prospérer un contexte. Euh, que ce soit par exemple, hein, je veux dire, sur des terrains, des conflits fonciers que je connais très très bien, par exemple, dans des pays africains, mais ça se connaît aussi en France, hein, avec des affrontements sur des enjeux comme ça, sur des aspects d'héritage où tu as un tiers, alors je ne veux pas citer des notaires par exemple, qui pourraient avoir quelques intérêts. On l'a vu hein, sur des pratiques qui ne sont pas très licites, et malgré le fait que généralement ça se passe bien. Mais parfois, c'est vrai que ça se passe mal, mais parce qu'on a un tiers qui est intéressé pour pouvoir entretenir l'état de conflictualité des parties. Et quand les gens reviennent, ils disent, ah mais oui, attention, vous allez vous faire arnaquer, hein. Et ce qui n'est pas vrai, mais comme la personne a des propos juridiques qui semblent tenir la route, eh bien, dire, bah oui, c'est vrai. Et ça se fait dans tous les domaines. Donc, vous voyez, c'est vrai. C'est vrai que malheureusement, il y a des médiations qui ne réussissent pas parce que euh, il y a un tiers. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un échec de la médiation? Non, c'est pas un échec de la médiation. C'est pas comme ça qu'il faut faire cette lecture. C'est un échec de la qualité de la pensée humaine. C'est vrai. C'est aussi un échec de l'affirmation de soi, de partie pour ça, parce que c'est vrai que là, le médiateur ne peut pas intervenir, quand bien même il fait venir le tiers en question. Le tiers, il dira non, 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 moi je ne suis pas intéressé, etc., je ne suis pas concerné. Parce qu'en fait, oui, c'est un tiers parasite, c'est un tiers profiteur de circonstances. Mais c'est pas un tiers qui va avoir, qui est réellement impliqué dans l'émotionnalité de la conflictualité. Et c'est tout ce qui fait la différence. Donc voilà, là, on a un problème. Alors peut-être qu'on peut évoquer une situation particulière, c'est-à-dire deux salariés qui sont en conflit, qui vont se mettre d'accord avec le médiateur va les accompagner vers une entente, sauf que les desiderata retenus en commun vont impliquer la marche de l'entreprise. Et donc là, on a un tiers qui est
potentiellement le chef d'entreprise qui va dire, ben, non, en fait, c'est pas possible. Donc il y a aussi cette possibilité-là d'échec, non pas de la médiation, mais de la mise en œuvre de l'accord déterminé avec les parties, avec les protagonistes. Qui peut Mais très bien peut-être être que un là accord où réaliste, Jérôme, qui peut très bien être un accord réaliste, mais qui a des difficultés à passer dans l'imaginaire de celui qui pilote, enfin qui décide, qui dit non, ça c'est pas possible, pas dans mon entreprise. bon, là aussi, peut-être qu'on peut identifier qu'il peut y avoir plusieurs aspects. C'est peut-être aussi le médiateur qui peut accompagner cette discussion-là avec ce tiers, dans ce cadre précis avec le chef d'entreprise, puisque souvent, c'est quand même le chef d'entreprise qui demande l'intervention du médiateur quand il y a un conflit entre deux salariés. Donc il y a peut-être aussi des éléments qu'on peut identifier et dont on va parler par la suite sur ce que fait un médiateur, ce que l'on peut attendre de lui et sur comment il le fait. Donc, Alors c'est ça, c'est là on lève pourquoi et comment une médiation échoue-t-elle. Parce que maintenant qu'on a dit maintenant, c'est pas ça, c'est pas comme ça, c'est pas ça, on peut se dire, mais en fait, à partir du moment où les parties sont là, les protagonistes sont là, ils sont volontaires, il n'y a pas d'empêchement, il n'y a personne pour influencer le contexte de l'extérieur, donc on a éliminé des choses qui sont de l'environnement, mais qui ne relèvent pas à la fois du médiateur et des parties. Qu'est-ce qui reste? On a les parties qui sont là. Je dis deux parce que on va prendre un cas de figure simple, mais c'est valable même quand il y a du monde. Et donc, les parties sont là. Euh, eh bien, c'est vrai que la responsabilité des parties est difficile à mettre en cause parce que c'est le médiateur qui est là en charge de faire réfléchir les gens. Il relève ce défi. Tu te souviens, la semaine dernière, on a fait les défis. C'est vrai, les 12 défis ben ça participe d'un des défis de la profession de médiateur, c'est de faire en sorte que les gens s'entendent. Et c'est un vrai défi. Et donc, il reçoit individuellement les personnes. Donc, une personne, il reçoit l'autre, il reçoit le troisième, il reçoit les autres. ce qui fait déjà une situation un peu particulière, c'est-à-dire que il y a des médiations où les personnes en fait sont réunies dès le départ Mhm. et que la médiation commence sur une réunion. Alors il peut y avoir une réunion d'information parce que la justice, dans certains cas, demande à ce que ce soit fait, mais en fait le travail commence à partir du moment où cette réunion d'information est faite. Donc démarrage de médiation, certains médiateurs démarrent par une réunion non pas d'information, mais une réunion de médiation. Et c'est là l'une des raisons des échecs, c'est que c'est assez simple en fait à identifier. Quand vous avez deux personnes qui sont pas d'accord et qui sont en conflit l'une avec l'autre, si vous les mettez sur un ring de boxe avec des gants, elles vont se taper dessus. Donc commencer par une réunion, c'est exactement la situation de deux boxeurs qui se retrouvent face à face. Donc l'une des raisons des échecs des médiations, ça peut être parce que au lieu de commencer par un travail individuel, les médiateurs font du collectif. Ça, c'est un premier point d'achoppement. Tu vois, tout à l'heure, on prenait l'exemple d'un système d'autorité qui. Alors, j'hésitais à le raconter parce que c'est une médiation qui est en cours, là. Mais je me dis, personne va se. Si les personnes se reconnaissent, je ne vais pas donner d'informations pour que les gens, les autres, les reconnaissent. Mais, mais voilà, c'est deux personnes qui se sont battues dans une entreprise. Comme quoi, là, jusque-là, hein, voilà, ça peut se passer dans n'importe quelle entreprise. Euh, eh bien, deux personnes se sont battues et la hiérarchie dit, il ne peut pas y avoir de médiation parce qu'il faut qu'il y ait une sanction. Parce que s'il n'y a pas de sanction, euh, ça ne sera pas exemplaire. Et il ne faut pas que ça se reproduise. Donc voilà, on en est là de cette idée que c'est pas que les gens sont de mauvaise volonté, c'est pas aussi qu'ils ont des intérêts, mais c'est qu'ils ont un modèle de pensée qui empêche la mise en œuvre d'une médiation. Mais ils disent, ah ben si jamais, s'il y a une médiation, dans tous les cas, il faudra prendre une sanction. Donc, quoi qu'il en soit, les dés sont pipés. Bon, évidemment, la première démarche du médiateur, c'est celle dans laquelle je suis, c'est de réussir à faire passer l'idée à ce décisionnaire
il peut très bien se passer d'une sanction parce que c'est pas exemplaire. On n'a jamais vu que, par exemple, il y a des sanctions qui étaient exemplaires, qui permettaient, quand ce sont des accidents relationnels, c'est comme ça, là, hein, des accidents relationnels, eh bien que ce soit exemplaire de punir. Parce que c'est du spontané, c'est une réaction qui n'a pas pu être contrôlée par les parties. Et bien évidemment que les gens vont bien se dire, bah, attends, je vais pas faire la même chose. Donc c'est l'exemplarité, elle est plutôt de faire une médiation et que dire à tout le monde, bah, voyez, il y a une médiation qui se met en place, c'est l'intelligence humaine qui avance, qui progresse. Donc voilà, peut-être que ça va marcher à faire progresser l'intelligence humaine pour dire que la médiation peut avoir lieu. Donc vous voyez, ce que je suis en train de dire aussi, c'est que si la médiation ne se met pas en place dans certaines conditions, si la médiation ne fonctionne pas au premier entretien, et que les gens partent, eh bien c'est tout simplement que le médiateur les dissuade de rester. Et c'est qu'il ne leur donne pas envie aussi de venir. Et donc c'est lourd comme responsabilité pour les médiateurs, mais c'est le défi justement de la profession de médiateur, c'est le fait d'être de vrais accompagnateurs de la résolution des conflits et pas des fatalistes de la gestion des conflits. Donc quand on fait de la gestion de conflits, on se dit bah ouais c'est comme ça, hein, on a essayé. La médiation ça s'essaye. Non, une médiation ça se réalise. Alors, c'est pas comme une opération où en fait on a des gens qui vont mourir au bout de l'intervention, parce que je faisais l'analogie avec le contexte médical, mais là on n'est pas dans une situation où les gens vont mourir, hein. Ils vont tout simplement adopter l'une de ces positions, soit ils vont reprendre la relation telle qu'elle était avant, hein, c'est très clair, il y a des médiateurs que ça inspire, mais ils comprennent pas tout. Mais donc, je les invite à venir en formation chez nous quand même, parce que ça évitera de dire n'importe quoi. Donc, c'est soit la reprise de la relation telle qu'elle était avant, soit une rupture consensuelle. Hein. C'est pas au mieux, c'est pas bien, c'est pas non, c'est une rupture consensuelle, une vraie rupture consensuelle. D'ailleurs, les gens, ils rompent avec leur relation d'avant. Et puis, eh ben, chacun va construire un projet. Voilà, il y a la rupture consensuelle. Et puis, il y a la construction. Il y a une perspective de projet séparés ou ensemble, pourquoi pas, ensemble, qui se disent, ben, voilà, compte tenu du fait que je romps, ah ben, je peux te dire, je peux t'aider ici pour concevoir ton projet, mais quoi qu'il en soit, après, c'est fini entre toi et moi. Voilà, ça c'est une rupture consensuelle, ou alors c'est un aménagement. Et on sait bien que l'aménagement, si vous voulez en savoir plus, vous avez qu'à venir en formation. Mais voilà, si la médiation échoue, eh ben, c'est tout simplement que le médiateur n'a pas fait preuve de compétence, n'a pas été au niveau de sa revendication d'aide. Parce qu'on sait que si vous avez des difficultés en tant que médiateur pour pouvoir faire ça, ben, chez nous, ben, il faut faire appel à un autre médiateur professionnel, hein. Donc il faut ajuster sa méthode, il faut bien respecter le cadre déontologique, il ne faut pas rentrer dans une logique d'arbitrage. Voilà, vous avez ces éléments-là. Alors, je ne sais pas si on rentre dans les détails, on va pas rentrer dans tous les détails, mais en fait, l'entretien individuel, il est là justement pour permettre aux personnes qu'on accompagne de se mettre dans des conditions idéales pour pouvoir échanger sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il est possible de faire et sur ce qui sera effectivement mis en œuvre dans la discussion qui aura lieu pendant la réunion. Donc, au cours de l'entretien, déjà, si il y a des éléments qui sont pas respectés dans le processus, eh bien là, il peut y avoir un échec de la médiation. Et c'est ce que Jean-Louis disait tout à l'heure, c'est que le médiateur a c'est pas une obligation de résultat, mais il est quand même tenu par un processus. Et si il n'a pas la capacité de mettre en œuvre de manière pertinente le processus et les outils, ça peut échouer. Il y a un autre aspect qui vient intervenir là-dedans, c'est à partir du moment où le médiateur, en fait, il perd sa posture. Dès qu'il perd sa posture d'indépendance vis-à-vis de toute autorité, de neutralité vis-à-vis de la solution ou d'impartialité, il n'est plus en mesure de mettre en œuvre les outils et de faire suivre le processus. Et ça peut arriver à tous les médiateurs d'être pris dans une défaillance par rapport à ces éléments de posture. Ça peut.
Ça peut, mais la solution qui doit être mise en œuvre, c'est justement que le médiateur a des outils pour s'en rendre compte. Et s'il n'est plus en capacité de maintenir sa posture, c'est là où il peut faire appel à un collègue, soit juste pour se repositionner et reprendre la médiation, soit pour lui transmettre la médiation, parce que l'objectif de la médiation professionnelle, c'est un médiateur, une mission, un résultat. Donc nécessairement, les difficultés individuelles de médiateur sont compensées par le fait qu'une médiation, elle va être reprise par un autre médiateur qui va pouvoir maintenir sa posture et avoir les compétences suffisantes pour aller au bout. L'avantage, alors vous allez me dire l'avantage pour un médiateur de s'apercevoir qu'il n'est pas compétent, mais l'avantage c'est déjà d'identifier les éléments sur lesquels il a des difficultés et pour lesquels il va pouvoir retravailler de manière à amplifier sa capacité et devenir de plus en plus compétent. Et si l'objectif c'est 100% de réussite, vous voyez bien que si une médiation échoue, c'est le médiateur qui est en cause. Soit parce qu'il n'a pas su identifier qu'il ne maintenait plus sa posture, soit parce qu'il n'a pas été en capacité de mettre en œuvre les outils, tout simplement. Et dans ce cadre-là, la médiation professionnelle, il y a suffisamment d'acteurs interconnectés pour que chaque médiateur ne soit pas seul face à sa profession et qu'il puisse se rendre compte, aussi bien par des supervisions, de certains points qu'il peut améliorer, ou même de pouvoir échanger avec un autre médiateur si lui-même rencontre une difficulté. Tous ces éléments pour en finir pour dire que finalement, si une médiation échoue, Hmm. c'est le médiateur qui est en cause. C'est pas très agréable à entendre pour les médiateurs qui sont des spécialistes de la difficulté de dire bah, je fais de la gestion de conflits, et puis c'est pas très agréable. Mais le but, c'est pas d'être agréable avec les médiateurs, c'est d'élever le niveau d'exigence et puis de dire que quand on invente une profession, bien, en fait, ça suffit pas de dire il faut être bienveillant. Parce que bienveillant, vous voyez, c'est un rapport d'autorité, c'est pas bien compris, hein, cette idée de la bienveillance en médiation. C'est de dire il faut être bienveillant. Être bienveillant, ça veut dire être surveillant, en fait, hein. Si je suis bienveillant avec des enfants, c'est que je surveille les enfants, par exemple. Et donc les gens, ils disent, mais non, la bienveillance, t'as pas compris ce que c'est être tolérant. Et oui, mais c'est être tolérant, ben justement, parlons de la tolérance. La tolérance, c'est le premier pas vers l'expulsion. On tolère les gens pendant un temps, et puis après, on les expulse. Voilà. Donc la tolérance, c'est le premier pas. Hein. Il y avait les maisons de tolérance, d'ailleurs, tu vois, au passage. Mais voilà, c'est la tolérance, c'est quand même quelque chose qui est comme l'acceptation. Alors on accepte, hein, vous voyez, bienveillance, tolérance, acceptation. Accepter quelque chose, bah, c'est être dans une relation de fatalisme. Donc de se dire, bah, c'est très différent de l'accueil. Donc j'accueille quelque chose, hein, je suis pas dans la bienveillance, j'accueille sous restriction, c'est-à-dire j'accepte en fait. C'est ça, c'est ce qui fait qu'une médiation va échouer, c'est quand le médiateur est dans cette posture, qui n'a pas ajusté pour pouvoir en faire quelque chose qui est une compétence à chaque fois pour pouvoir permettre aux personnes de s'exprimer, de pouvoir dire l'inacceptable et de pouvoir l'accueillir, de pouvoir accueillir l'inacceptable et de pouvoir faire réfléchir la personne. Et c'est comme ça que ça se passe dans les entretiens individuels. Et puis après ça, on crée un contexte favorable pour les réunions. Et donc, à l'issue, une entente qui résulte, et c'est très souvent pas la peine de l'écrire. Alors, c'est la médiation professionnelle qui est comme ça. Après, il y a les autres formes de médiation traditionnelle qui a moins d'exigences, mais qui est plus limitée dans le résultat. Donc, pour qu'une médiation professionnelle réussisse, il faut des médiateurs compétents qui entretiennent leurs compétences et qui suivent des formations régulières. C'est pour ça qu'on a fait des formations en e-learning, qu'on fait ces vidéos et qu'on dit aux personnes qui suivent la formation, c'est pas parce que vous avez suivi une formation que vous êtes médiateur à vie. Non, vous êtes peut-être ravi d'avoir suivi cette formation, mais ça ne fait pas de vous des gens médiateurs à vie. Ça veut dire qu'il va falloir que vous entreteniez ces compétences, que vous pratiquiez. Mais évidemment, vous ne faites pas de la médiation tous les jours. Mais il faut faire de la qualité relationnelle tous les jours.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est exigeant. Ça vous empêchera pas de porter des jugements à l'emporte-pièce, etc. Mais c'est réfléchir aussi quand vous le faites, et pas en tout cas pas en médiation, pas en intervention, et en tout cas faire en sorte de faire réfléchir les gens pour les faire progresser dans l'entente et dans le fait de bien s'entendre déjà avec eux-mêmes et avec les autres. Moi, voilà, je vous ai dit peut-être à la semaine prochaine. Jérôme, à Alors, toi. juste avant la semaine prochaine, en fait, si vous cherchez un médiateur et que vous souhaitez Oui. qu'il y ait un résultat, eh bien, allez chercher un médiateur professionnel. Et pour ça, il y a une adresse très simple, C'est facile. allomediateur.com. Voilà, et ça s'écrit ici, tu vois, ça s'écrit ici, vous voyez, vous écrivez A, 2 L, O, M, E, D, I, E, U, R, point. Ah oui, alors t'as oublié Dia dans tout ça. Allo médiateur, en un Ah, j'ai seul oublié mot. de dire. Eh bien voilà, c'est pour ça, c'est pour voir si vous étiez, si vous suiviez bien l'émission. Merci à toutes et à tous. Alors, prenez contact avec un médiateur professionnel, échangez avec eux et vous serez bien accompagné pour la résolution de vos conflits, mais pas que, puisqu'ils peuvent vous accompagner pour la qualité relationnelle et donc vous donner des outils du quotidien. Merci à tous et à toutes de nous Merci. avoir suivis. Rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.